Notre genre ne devrait pas influencer notre choix de carrière. C'est pourtant une réalité à laquelle nous avons toujours été confrontés. Bien que de plus en plus de femmes occupent des postes dans des domaines qui étaient historiquement dominés par les hommes, elles restent malheureusement sous-représentées dans les domaines liés aux sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Selon Statistique Canada, les femmes représentent 23% des Canadiens travaillant dans les domaines liés aux sciences et aux technologies. La perception dont les femmes pensent réussir en recherche doit changer. Une manière de réduire ces obstacles qui n'auraient jamais dû exister au départ est d'augmenter la visibilité des femmes qui performent dans le domaine des sciences et technologies. C'est pour cette raison que le Comité intersectoriel en santé durable de l'Université du Québec à Chicoutimi, en collaboration avec MaTV, a pris l'initiative de vous présenter le portrait de chercheuses de l'UQAC. 30% des chercheurs à travers le monde sont des femmes et nous avons la chance d'en accueillir 5 pour cette 3e saison du projet Lumière sur les femmes en sciences qui vont venir vous parler de leur parcours inspirant. Bonne écoute! Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous vous présenterons le portrait de 2 femmes scientifiques inspirantes, soit Mary Ainsworth et James Adam. Mais d'abord, nous vous présenterons une entrevue avec une chercheuse de l'UQAC, Eve Pouliot. Donc, bonjour, Madame Eve Pouliot. Est-ce que vous me permettez, durant l'entrevue, de vous appeler Eve et de vous tutoyer? Oui, j'aimerais mieux. Parfait. Donc, ça va être un petit peu plus fluide. Donc, aujourd'hui, on vous rencontre pour l'émission Lumière sur les femmes en sciences. Donc, on cherche à savoir le parcours, les objectifs, ainsi que les différentes choses qui entourent le parcours des femmes dans la recherche. Est-ce que vous pourriez commencer par me parler un petit peu de votre cheminement scolaire? Oui. Donc, moi, j'ai un parcours un peu atypique au niveau de mon cheminement académique. Donc, j'ai commencé par des études de droit au premier cycle. Assez rapidement, dans mes cours en droit, je me sentais pas tellement à ma place. J'ai quand même persévéré. J'ai terminé ce baccalauréat-là. J'avais un intérêt plus marqué pour le droit criminel. Donc, après mon premier cycle en droit, mais j'ai décidé de me diriger vers des études en criminologie, puis finalement faire une maîtrise puis un doctorat dans le domaine du travail social. Quelles seraient les motivations qui vous ont poussé à aller vers le domaine du travail social? Ben, au départ, c'est vraiment une série de hasards. Donc, comme je le disais, je me prédestinais à la base là, pour devenir avocate. Donc, une série de hasards qui m'ont amenée vers cette discipline-là, mais rapidement, je me suis sentie à ma place, je me suis sentie chez moi dans le domaine du travail social. Je trouvais que les autres étudiants qui étaient avec moi me ressemblaient davantage. La discipline venait vraiment me chercher. Donc, j'ai toujours été une personne très curieuse qui avait plusieurs intérêts, donc allant du droit à la criminologie, à la sociologie, à la philosophie, aux arts. Mais ce qui m'a plus accroché ou marqué dans le domaine du travail social, c'est vraiment la façon dont on va aborder des phénomènes sociaux. Donc, plutôt que d'individualiser les problèmes sociaux, mais on va les critiquer, on va y réfléchir, on va les envisager dans des perspectives ou des contextes beaucoup plus vastes. Et ça, c'est quelque chose qui est venu là me chercher très rapidement, qui est venu accrocher mon intérêt. Mes expériences aussi au niveau de l'intervention en délinquance sexuelle, notamment en protection de la jeunesse, ça a amené un changement de regard aussi sur les étiquettes qu'on peut apposer à la fois sur des personnes, sur des familles. C'est venu, dans le fond, renforcer mon intérêt pour les jeunes et les familles en situation de vulnérabilité. Puis après, je dirais, ben tout s'est enchaîné très, très rapidement. Donc, dès la propédeutique en travail social, mais j'ai été sollicitée par des professeurs et j'ai pu vivre mes premières expériences dans le domaine de la recherche, dans le domaine aussi de l'enseignement, donc que ce soit comme assistante de recherche, auxiliaire d'enseignement, puis ensuite chargée de cours. Et je me suis rendu compte que, ben oui, j'aurais pu devenir travailleuse sociale, m'investir comme clinicienne, avoir ce type de carrière-là, mais je me suis rendu compte que comme chercheur, comme enseignante aussi à l'université, mais on peut avoir un poids important, on peut porter la voix des jeunes et des familles vulnérables, puis ça peut servir de puissant argumentaire, dans le fond, pour amener des changements sociaux. Donc, c'est la voie, en fait, que j'ai choisi par la suite, là, d'investir davantage dans mon parcours. Est-ce que, notamment, dans les recherches que vous avez faites dans les dernières années, vous avez regardé l'impact
de notamment le renfermement pendant la COVID, de l'isolement, notamment des familles et des femmes et notamment des enfants qui se retrouvaient dans un contexte qui était peut-être pas optimal parce qu'on sait que pendant cette période-là, il y a eu énormément de cas de féminicide et de problèmes familiaux qui ont éclaté au grand jour. Donc, est-ce que vous avez participé à ce type de recherche? Mais moi, depuis 2015, je m'intéresse beaucoup aux jeunes et aux familles en contexte de catastrophe. Donc, la pandémie étant évidemment une catastrophe naturelle et évidemment une catastrophe sociale, je me suis particulièrement intéressée à ce contexte-là, puis plus spécifiquement aux jeunes et aux familles qui sont exposées à ce contexte d'adversité-là. Donc oui, je me suis intéressée là, notamment à la conciliation famille-travail en contexte de pandémie, aux défis que les parents, les jeunes, le personnel scolaire aussi, qui est massivement féminin, ont eu à traverser pendant cette période-là. Et je continue en contexte post-pandémique à m'intéresser là, à ces phénomènes-là, parce qu'on sait que lorsqu'on vit une catastrophe, c'est vraiment un continuum d'événements stressants. Ça commence dès la pandémie, là, donc dès la propagation du virus, mais on peut en voir des effets plusieurs années par la suite. Donc, c'est important de continuer là, de documenter les conséquences de ce phénomène-là. Ouais. C'est très intéressant. Est-ce que vous auriez notamment des résultats que vous pourriez nous parler, que tu pourrais nous parler à ce jour? Oui, ben j'ai une grande enquête qui a été notamment là effectuée dans la région. On a fait près de 70 entrevues qualitatives de groupe, donc auprès de plus de 150 jeunes du primaire et du secondaire, auprès d'une trentaine de parents et aussi auprès de membres du personnel scolaire. Et on a vu différentes difficultés qui, évidemment, sont apparues là, dans la vie des jeunes qui sont préoccupantes, là, notamment une hausse au niveau du temps d'écran, des habitudes de vie qui ont été bouleversées, là, tant au niveau de l'alimentation, du sommeil que de l'activité physique. Donc, plusieurs données qui sont préoccupantes, mais plusieurs données aussi qui sont positives. Donc, la pandémie, elle n'a pas juste eu du négatif, elle a aussi entraîné des changements positifs pour certains jeunes, pour certaines familles, notamment au niveau familial, on a pu voir des rapprochements, donc parfois un développement personnel, la mise en place de nouvelles habitudes de vie qui peuvent être positives dans certains cas. Mais globalement, je dirais que ce qu'on voit beaucoup, c'est un écart qui se creuse entre différentes couches de la population. Donc, il y a des gens qui vont continuer de bien aller ou qui vont encore mieux, et il y a des gens qui vont beaucoup moins bien. Et cet écart-là, il continue de se creuser selon moi, puis il faut mettre en place des choses pour combler ça. Ouais. Est-ce qu'en ce moment, vous avez une recherche notamment sur l'anxiété écologique qu'on est capable de voir auprès des jeunes? Parce que je sais que ma génération le vit quand même assez intensément, mais je me demande la génération qui suit la mienne. Est-ce qu'elle le vit encore plus intensément que la précédente? Bien, actuellement, j'ai différents projets de recherche qui sont dans la région de l'Outaouais, qui est une région qui n'a pas été épargnée par les catastrophes naturelles là, depuis 2017. En fait, ils ont vécu des inondations en 2017, des tornades en 2018, d'autres inondations en 2019, puis par la suite la pandémie, puis là, ils ont revécu des inondations en 2023. Donc, ces jeunes-là ont vécu vraiment un cumul de catastrophes naturelles. C'est un phénomène, évidemment, qui m'a beaucoup intéressée. Donc, j'ai fait des entrevues avec des jeunes, avec des parents aussi. Et puis oui, cette éco-anxiété-là, elle est bien présente là, chez plusieurs jeunes qui ont une réflexion très articulée au niveau des changements climatiques, au niveau des catastrophes, qui ont beaucoup de choses très intéressantes à dire. Donc, je me sens très privilégiée, en fait, de pouvoir avoir un lien avec cette belle jeunesse-là, de pouvoir leur donner une voix aussi là, dans le cadre de mes travaux de recherche. Est-ce que vous pourriez un petit peu me parler de la chaire de recherche Visage? Oui, donc la chaire de recherche Visage, c'est une chaire de recherche sur la vie et la santé des jeunes. C'est une chaire de recherche interordre, donc entre l'Université du Québec à Chicoutimi et le Cégep de Jonquière. Donc, nous sommes 3 co-titulaires de cette chaire-là. Il y a Marie-Ève Blackburn du Cégep de Jonquière et Jacinthe Dion, qui est professeure en psychologie et moi-même professeure en travail social.
C'est quelque chose qui est très novateur au Québec, donc d'avoir une chaire de recherche interordre. Je dirais que le fait aussi qu'on soit dans des disciplines différentes, mais ça vient beaucoup nous animer à travers nos réflexions qui sont autour d'un même objet, donc la jeunesse, la vie et la santé des jeunes, mais sous différents regards. Donc, ça amène des belles collaborations. Donc, je suis très heureuse de pouvoir évoluer dans ce milieu-là, qui est un milieu aussi très intéressant pour les étudiants qui ont une place importante. Est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qui initie la création d'un projet de recherche en travail social? Bien, il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. C'est sûr que les organismes subventionnaires lancent parfois des concours qui sont très ciblés, donc qui peuvent amener certains chercheurs à sortir de leurs axes habituels de recherche, si on veut. Mais en même temps, il y a tout un concours de circonstances. Donc moi, par exemple, quand je suis arrivée dans la région, mais je m'intéressais aux jeunes et aux familles en situation de vulnérabilité, mais pas spécifiquement en contexte de catastrophe. Et j'ai rencontré ma collègue Danielle Maltais qui travaillait sur ces questions-là depuis 96, donc depuis le déluge du Saguenay, qui avait développé une expertise dans le domaine, mais plus au niveau des personnes âgées. Donc, comme on avait beaucoup d'affinités, qu'on aimait travailler ensemble, même peu à peu, j'ai commencé à m'intéresser aux jeunes en contexte de catastrophe, puis à développer des projets en collaboration avec elles. Ce qui m'a amené plus spécifiquement en Outaouais, mais encore là, c'est un concours de circonstances. J'ai participé à un congrès à l'ACFAS en 2018, puis j'ai rencontré une chercheure avec qui j'avais brièvement échangé, qui m'a recontacté un an plus tard en me disant « Ève, je me suis fait poser une question par une journaliste, puis je savais pas du tout quoi répondre. Elle m'a dit « Est-ce que vous pensez que les jeunes de l'Outaouais qui ont été exposés à plusieurs catastrophes, mais vivent différemment la pandémie? » Puis elle m'a dit, je me suis dit, il faut absolument que quelqu'un travaille là-dessus. Puis je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui travaille là-dessus au Québec, il faut que ce soit toi. Donc, ça m'a amené, dans le fond, à développer ce projet-là parce que je me suis rendu compte que dans les écrits scientifiques, il n'y avait pas énormément de résultats de recherche qui permettaient d'éclairer cette question-là. Et puis les résultats de recherche dont on disposait, bien, ils étaient discordants, c'est-à-dire que certaines recherches nous disaient, bien, le fait d'être exposé antérieurement à une catastrophe, ça fait en sorte qu'on développe des stratégies d'adaptation qui nous permettent de mieux faire face à des stresseurs ultérieurs. Puis à l'inverse, il y a d'autres recherches qui disaient, bien, au contraire, ça va épuiser les ressources puis faire en sorte que les jeunes ayant vécu des catastrophes antérieurement, bien, vont avoir la difficulté à faire face à de nouvelles catastrophes. Donc, cet intérêt-là m'a amené à développer ce nouveau projet. Je dirais que dans ma vie personnelle aussi, parfois, il y a des événements ou des situations qui me font réfléchir puis qui m'amènent aussi à amener ma couleur, ma propre expérience dans mes objets de recherche. Donc, par exemple, dans le contexte de la pandémie, je me suis beaucoup intéressée à la conciliation famille-travail parce que avec 3 enfants, c'est quelque chose que je vivais au quotidien. Donc, j'ai eu envie de l'étudier plus spécifiquement aussi là, dans mon rôle de chercheur. Mary Ainsworth est née en 1913 en Ontario, portant en elle, dès sa première année, une fascination pour la psychologie qui allait façonner sa destinée. Ainsworth était une enfant précoce. Elle a appris à lire dès l'âge de 3 ans. C'est d'ailleurs suite à la lecture d'un livre qu'elle a décidé de s'orienter vers la psychologie. Son parcours académique l'a conduite à décrocher un baccalauréat avec honneur en psychologie à l'Université de Toronto, propulsant ainsi sa passion vers de nouveaux horizons. Elle a ensuite poursuivi ses études supérieures, gravissant les échelons intellectuels à l'Université de Toronto et à l'Université de l'Iowa. Un début prometteur qui marquait le commencement d'une brillante carrière dédiée à la compréhension profonde de l'esprit humain. Reconnue avant tout pour sa contribution remarquable à la théorie de l'attachement, Mary Ainsworth a marqué les années 1950 à 1960 par des recherches novatrices menées aux côtés de John Bowlby. Ensemble, ils ont exploré les schémas d'attachement entre les enfants et les figures parentales, jetant ainsi les bases de ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de la théorie de l'attachement. C'est au cours de cette période qu'elle a élaboré la célèbre situation étrange, une méthode d'observation révolutionnaire visant à évaluer les schémas d'attachement entre les enfants et leurs soignants. Cette approche a non seulement approfondi notre compréhension des réponses émotionnelles des enfants lorsqu'ils sont séparés de leurs parents, mais a également révolutionné la perception de l'importance de leur attachement sécurisant.
En tant que femme évoluant à une époque où les femmes scientifiques étaient souvent sous-représentées, Mary Ainsworth a tracé la voie de nombreuses chercheuses. Elle a démontré que les femmes pouvaient exceller dans le domaine scientifique et apporter des contributions cruciales qui transformeraient notre compréhension du développement humain. Son héritage dans le domaine de la psychologie du développement est profond et durable, marqué par des outils et des théories qui continuent d'influencer notre compréhension des relations humaines. Le dévouement de Mary Ainsworth à la science et sa persévérance en tant que femme ont ouvert des portes pour les générations futures de chercheuses. Nous rendons hommage à Mary Ainsworth pour sa vision novatrice et son impact significatif dans le monde scientifique. En tant que personne de genre féminin qui travaille dans le domaine du travail social, est-ce que vous avez déjà rencontré des difficultés associées à votre genre? Oui, je pense que les obstacles liés au genre féminin, notamment, sont présents dans tous les milieux d'emploi. Le contexte universitaire fait pas exception à cette règle-là. Donc, c'est certain que c'est un milieu qui est très compétitif et les valeurs de compétition ne sont pas nécessairement très compatibles ou ne vont pas de soi, si on veut, avec les valeurs qu'on prône dans le domaine du travail social, qui sont plus liées à l'entraide, à la justice sociale. Donc ça, déjà, il y a un décalage à ce niveau-là. Je trouve aussi que la façon d'évaluer les professeurs d'université est souvent pénalisante pour les femmes. Donc, c'est un milieu qui est beaucoup axé sur la productivité, mais la productivité qui est mesurée de façon quantitative. Donc, le nombre d'articles publiés, le nombre de conférences qui ont été réalisées dans l'année, le nombre d'étudiants au cycle supérieur qu'on supervise, les montants qu'on va chercher en subvention de recherche. Donc, une façon très quantitative de mesurer l'excellence qui est beaucoup axée sur la recherche et qui peut pénaliser les femmes parce qu'on sait que les femmes en contexte universitaire comparativement aux hommes sont beaucoup moins nombreuses à pouvoir compter sur le soutien d'un conjoint qui reste au foyer, par exemple. Elles sont beaucoup plus nombreuses à avoir une charge mentale et émotionnelle élevée, donc à devoir s'investir davantage dans les tâches domestiques, dans les soins accordés aux enfants, dans l'organisation familiale. Et ce rôle-là invisible que la femme joue dans la sphère personnelle, mais elle le joue aussi en contexte universitaire. Donc, on est nombreuses à jouer ce rôle-là d'accompagnement, de soutien avec nos collègues, avec nos étudiants. Et c'est un rôle qui est très peu visibilisé, qui est très peu considéré aussi quand on parle d'évaluation, que ce soit lors d'une sélection à l'embauche, lors d'une demande de promotion ou quand on parle, par exemple, d'obtenir des subventions de recherche. Donc, c'est des choses qui comptent pour moins de points, si on veut, qui pèsent moins lourdement dans la balance, mais qui sont quand même essentielles à la mission de l'université. On voit notamment apparaître de plus en plus dans les demandes de bourse un aspect où ce qui demande de décrire un petit peu la vie extracurriculaire des personnes. Donc, j'imagine qu'on commence à avoir une petite avancée dans cette direction-là. Oui, on voit la même chose dans les demandes de subventions. Après, c'est jusqu'à quel point c'est pris en compte, ces dimensions-là, pour avoir fait partie d'un certain nombre de comités d'évaluation, mais ça dépend beaucoup des gens qui sont assis autour de la table. Donc, c'est pas toujours avantageux de remplir ces sections-là, ou c'est pas toujours pris en compte de la même façon d'un comité à l'autre, malheureusement. Est-ce que vous pourriez peut-être me partager votre plus grande réussite, votre plus grand succès dans votre domaine, dans le domaine professionnel du travail social? Je dirais, ce dont je suis le plus fière, c'est mon engagement en pédagogie universitaire. Comme tous les professeurs d'université, moi, j'ai été engagée sur la base de mon expertise dans un domaine de recherche, en n'ayant aucune formation en pédagogie. Donc, ça semble un peu absurde là, quand on regarde ça, mais c'est quand même la majorité des professeurs qui se retrouvent dans cette situation-là. Moi, j'ai toujours été animée par un profond désir de partager des connaissances, échanger à partir de connaissances, développer des compétences avec les étudiants. Donc, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup motivée dans mon rôle de professeur. Donc, rapidement, je me suis impliquée en pédagogie universitaire. J'ai cherché à être formée dans ce domaine-là. J'ai relevé des défis aussi. Par exemple, dès 2013, je me suis impliquée dans le développement de programmes courts en relation d'aide destinés à des étudiants des Premières Nations, mais qui ne souhaitaient pas quitter leur communauté. En fait, mes
tout de même en étant formée. Donc, je me suis impliquée dans le développement de programmes de cours en ligne auprès de ces populations-là. Donc, maintenant, on fait beaucoup d'enseignement en ligne. À l'époque, on en faisait beaucoup moins. Donc, c'était innovateur quand vous avez C'était innovateur. Et puis, je suis très fière de ces réalisations-là. À l'échelle institutionnelle, je me suis aussi beaucoup impliquée en pédagogie universitaire. Donc, j'ai représenté mon département pendant 5 ans au comité de pédagogie institutionnelle de pédagogie universitaire, au comité institutionnel de pédagogie universitaire. Et puis, j'en ai pris la direction, la responsabilité, là, juste avant la pandémie. Donc, j'ai eu à assurer aussi toute cette transition-là au niveau des enseignements, qui était quand même complexe là, pour la plupart de mes collègues. Bref, je pense que c'est vraiment cette sphère-là qui a été reconnue là, au cours des 2 dernières années. Donc, j'ai reçu 3 prix en enseignement universitaire, dont je suis très fière parce que quand j'ai commencé à m'investir dans cette composante-là de la tâche, mais j'ai quand même plusieurs collègues qui me disaient c'est un peu une perte de temps finalement de t'investir autant en enseignement, tu devrais miser plus tes énergies sur ta programmation de recherche. Mais en bout de ligne, je suis très fière de tout ce que j'ai pu accomplir là, dans cette composante-là de la tâche. Puis pour moi, l'enseignement et la recherche, c'est indissociable, puis l'un ne va pas sans l'autre, puis l'un nourrit l'autre en fait. Si vous deviez apporter un changement significatif à votre profession, quel serait-il? Je pense que d'emblée, c'est important de dire qu'on est très privilégié là, comme professeur d'université. On a des conditions de travail extraordinaires. On peut choisir les projets dans lesquels on s'implique. On a une flexibilité d'horaire. Donc, c'est très gratifiant quand même comme rôle. Si un volet qui est plus difficile parfois, c'est de mettre des limites dans jusqu'où on va dans nos investissements, d'être capable de dire non à certains projets. Des fois, ça peut être difficile. Mais quelque chose que je modifierais dans la culture universitaire, je pense, c'est les modalités d'évaluation. Donc, qui sont vraiment beaucoup axés sur le quantitatif, sur la productivité, et qui met pas toujours bien en valeur le travail invisible qui est notamment exécuté par des femmes. Donc, je pense que ça, c'est un travail qu'on a à faire dans la culture universitaire, de reconnaître différents parcours, reconnaître différentes forces chez les professeurs. Donc, c'est pas toujours l'excellence en recherche, ça peut être aussi d'autres volets, d'autres composantes qui peuvent être investis par les professeurs, puis revoir nos façons d'évaluer, que ce soit à l'embauche, lors de promotion, dans la dispensation de subventions de recherche. Donc, revoir la façon dont on tient compte aussi du parcours des femmes, puis plus particulièrement des mères. Je pense que c'est important. Si vous aviez à donner un conseil justement aux jeunes auxquels vous enseignez, qui souhaitent notamment suivre votre parcours, quel conseil tu leur donnerais? Ce que je dis toujours à mes étudiantes, c'est fais-toi confiance, suis ton instinct, fais des choses que tu aimes et essaie de ne pas avoir un plan de carrière trop rigide. Donc, aie de l'ouverture, de la souplesse à ce qui peut arriver d'inattendu. Puis c'est souvent dans les détours, dans ce qu'on n'a pas anticipé, qu'on apprend le plus, puis ça nous propulse ailleurs. Puis moi, dans mon cheminement, c'est vraiment ce que j'ai vécu. J'ai pas commencé mes études universitaires en me disant je vais être professeur d'université en travail social, vraiment pas. Mais la vie m'a amené là. Puis je pense que quand on fait des choses qu'on aime, qu'on est passionné de ce qu'on fait, nécessairement ça rayonne, c'est inspirant pour les autres. Donc, oui, je dirais de pas trop calculer, même si c'est sûr, il faut essayer de prévoir, planifier, organiser, mais de se donner une souplesse, une ouverture, une flexibilité, puis d'être indulgent aussi envers soi, de se donner le droit à l'erreur, parce que c'est dans l'erreur qu'on apprend aussi. Au niveau de l'avenir professionnel de votre carrière, est-ce que vous envisageriez des avancées dans les prochaines années ou dans les prochains, peut-être dans les prochains mois? Pour la suite de ma carrière, je souhaite continuer de m'impliquer tant en recherche qu'en enseignement. Les deux sont très importants pour moi. C'est certain que je souhaite poursuivre mes projets au niveau des catastrophes. Donc, on l'a vu avec la pandémie, on le voit aussi avec les changements climatiques, à quel point c'est un sujet qui est d'actualité, sur lequel on doit se pencher. Donc, pour moi, c'est important de mener des travaux de recherche qui ont une pertinence sociale et puis qui vont avoir des retombées pour les principaux intéressés, donc les jeunes et les familles. Donc, pour moi, cet aspect-là est très important, intéressant. Puis c'est important aussi, je pense, de mieux diffuser la recherche scientifique, de faire davantage de transfert de connaissances au milieu de pratique, mais
au public de façon générale. Donc, je souhaite aussi poursuivre dans cette voie-là. Donc, j'interviens, par exemple, dans les médias, notamment Place Publique. J'ai une chronique mensuelle. Donc, pour moi, c'est important de faire en sorte que les résultats de recherche soient plus accessibles à l'ensemble de la population. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à l'émission Lumière sur les femmes en sciences. J'espère qu'on va avoir le plaisir de revoir votre expertise bientôt. Merci beaucoup, c'est très gentil. Jane Addams est reconnue comme une femme pionnière dans le domaine du travail social aux États-Unis. En effet, elle fut une fervente militante et actrice pour le droit de vote des femmes et la paix dans le monde. Elle a aidé l'Amérique à se concentrer sur des sujets tels que la maternité, le soin des enfants, les conditions d'hygiène et la liberté civile. Jane Addams est née en 1860 à Cedarville, dans l'Illinois. Elle était membre d'une grande famille prospère dont le père était un politicien connu. Lors de son enfance, Jane Addams aimait profiter du plein air, la lecture et aller à l'église. Lors de l'adolescence, Addams rêvait de faire quelque chose d'utile pour le monde. Elle transposa donc ses intérêts sur la pauvreté et la bienveillance en étudiant la médecine afin de venir en aide aux personnes issues des milieux défavorisés. Toutefois, elle dut interrompre ses études quelques années plus tard à la suite de problèmes de santé. Malgré tout, elle continua la lecture et fut inspirée par l'idée de la démocratie comme un idéal social. En 1889, elle cofonda avec une amie proche son propre centre d'œuvre sociale à Chicago appelé la Hull House. La Hull House devint un centre de recherche, d'analyse et d'études pour les femmes, ce qui leur permit d'obtenir une formation universitaire dans divers domaines et de développer plusieurs compétences et champs d'intérêt. Au fil des années, la Hull House prit de l'expansion et devint un modèle éducatif et social américain permettant d'assurer la sécurité des familles et d'améliorer les conditions sociales. En addition à ces divers établissements sociaux, Jane Addams fut également au cœur de nombreuses associations pacifiques. Elle fut notamment élue présidente du Parti des femmes en faveur de la paix et responsable de la commission visant à mettre fin à la guerre. Elle s'impliqua également au sein du mouvement américain de la réconciliation et de l'intégration des immigrants. Elle était également une ardente féministe qui pensait que les femmes devaient faire entendre leur voix dans la législation et donc avoir le droit de voter, mais de manière plus globale, elle pensait que les femmes devaient générer des aspirations et rechercher des opportunités pour les réaliser. Aujourd'hui, Jane Addams est reconnue pour le riche héritage qu'elle laisse derrière elle, dont la Hull House, l'un des premiers centres d'œuvre sociale aux États-Unis, pour son rôle majeur dans la fondation de l'Union américaine pour les libertés civiles en 1920, de même que pour son prix Nobel de la paix en 1931.